Bonjour à tous, donc dans cette deuxième vidéo de notre série consacrée au Trumot ou Maasrot, j'aimerais qu'on passe en revue avec précision chacun des prélèvements à effectuer sur des fruits d'Eretz Israël et grâce à ça comprendre ce qui se passe normalement dans une exploitation agricole qui respecte ces règles-là et comment ainsi on devrait agir dans notre cuisine quand on ramène des fruits qui viennent d'Eretz Israël, quand on ramène des fruits sur lesquels on aurait éventuellement un doute concernant les prélèvements. Que faire? Eh bien, quand on connaît les règles dès leurs racines, on sait un petit peu mieux comment ça se passe et comment se débrouiller. Donc, ce qu'on avait vu, effectivement, c'est que tout produit agricole d'Eretz Israël doit subir les Trumot ou Maasrot. Tant que les Trumot ou Maasrot n'ont pas été effectués, eh bien, à ce moment-là, on parlera de fruits qui sont tevel, de fruits, de légumes, de céréales qui sont tevel, tevel vadaï, tevel avec certitude quand on sait que rien n'a été effectué, ou tevel safek, tevel dans le doute, quand on ne sait pas si les prélèvements ont été effectués. Que ce soit tevel vadaï ou que ce soit safek tevel, tant que des fruits sont tevel, ils sont interdits à leur consommation. Alors qu'est-ce que ça change si c'est tevel vadaï, si c'est sûr, ou si c'est tevel safek, c'est tevel dans le doute? Qu'est-ce que ça change si on a un doute ou non? Eh bien, ça a deux conséquences. Ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que si on parle de tevel vadaï, de tevel dont on est sûr qu'aucun prélèvement n'a été fait, eh bien, avant de prélever la terouma ou le maaser, les terumot et les maasrot, il va falloir réciter la bracha qui se trouve dans n'importe quel sidour qui se respecte. Béni sois-tu Hachem qui nous a ordonné de prélever les terumot et les maasrot, et à ce moment-là, on fait le prélèvement avec bracha, puisqu'on est sûr d'être en train de réaliser la mitzvah. Si en revanche, les fruits sont safek tevel, on ne sait pas ce qui s'est passé, on les a achetés après, une fois qu'ils ont été distribués, et on n'a aucune assurance de ce qui a pu se faire sur les lieux de culture. Bon, c'est le cas typique de ce qui se passe quand on est à l'étranger, qu'on les trouve dans un magasin, on sait que la provenance c'est Israël, et on ne sait rien de plus. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle safek tevel, et bien dans ce cas-là, comme c'est un doute, c'est un safek tevel, on ne récitera pas de bracha, on se contentera d'effectuer les prélèvements, mais sans la bracha, puisque peut-être qu'on n'est même pas en train de réaliser la mitzvah, on ne fait qu'effectuer les prélèvements dans le doute pour être sûr que les fruits soient permis à la consommation. Donc première conséquence du vadaï tevel ou safek tevel, la bracha. Deuxième conséquence du safek ou du vadaï. Qu'est-ce que ça change si les fruits sont prélevés sont prélevés quand on a la certitude d'être en train de réaliser la mitzvah, ou des fruits qui sont prélevés dans le doute? Eh bien, une autre différence, c'est à qui appartiennent les prélèvements. Parce que les fruits m'appartiennent, ok, moi, l'acheteur des fruits, moi, le producteur des fruits, ces fruits m'appartiennent, mais les prélèvements appartiennent soit au Kohen, soit au Lévi, soit, dans certains cas, aux pauvres. Certaines années, c'est aux pauvres. La terouma, ça appartient au Kohen, le Maaser Rishon appartient au Lévi, le Maaser Ani, si c'est une année de Maaser Ani, ce dont on a commencé à parler dans la dernière vidéo, eh bien, appartient aux pauvres. Eh bien, là, il y aura une différence entre du Tevel Vadaï et du Safek Tevel. Parce qu'on a un principe dans la halacha, un principe dans les règles dans la juridiction, qui est Hamotzi mechavero alav hareaya. Celui qui veut tirer de l'argent de l'autre, eh bien c'est à lui d'amener la preuve. La charge de la preuve est au plaignant. Tu dis que Réhouven te doit 100 euros, eh bien tu dois amener la preuve qu'il te les a empruntés, ou qu'il t'a acheté un produit et qu'il ne te l'a pas payé, etc. Hamotzi mechavero alav hareaya. Et dans le doute, l'argent reste chez la personne qui le possède. Donc, c'est exactement la même chose pour les prélèvements. S'il y a un doute concernant ce maaser, s'il y a un doute concernant le maaser ani ou le maaser rishon, ou même la terouma, à qui appartient ce prélèvement? Le Kohen, le Lévi voudrait prendre le maaser rishon, le ani, le pauvre, voudrait prendre le maaser ani, et bien s'il a envie de le prendre, c'est à lui d'apporter la preuve que rien n'a été prélevé. Quand je le sais, moi propriétaire des fruits, moi propriétaire du terrain, du champ, que rien n'a été prélevé, eh bien je reconnais donc que ça appartient au ani, que ça appartient
au Lévi. Il n'y a pas de preuve à apporter. Donc ça appartient au Lévi, au Ani, aux pauvres. Si en revanche je prélève dans le doute, eh bien je ne suis pas obligé de donner le Maaser Rishon au Lévi, je ne suis pas obligé de donner le Maaser Ani aux pauvres, parce que dans le doute, ça fait que Mamonot, les Hakel, dans le doute, l'argent reste à celui qui l'a en sa possession. Donc si je prélève des Trumot ou Maasrot de fruits dans le doute, juste pour être sûr que mes fruits sont permis à la consommation, concernant la possession des prélèvements, je reste le plein possesseur de ces prélèvements, et le Lévi, si on peut dire, le Shevet Lévi, ou les animes, les pauvres, ne seraient pas en mesure de les exiger de moi parce que il n'y a pas de preuve qu'aucun prélèvement n'a été fait de ces fruits-là. Donc je peux conserver pour moi le Maaser Ani ou le Maaser Rishon sans que ça ne pose de problème. Alors, donc voilà deux conséquences entre le Tevel Vadaï et le Tevel Safek. Pour du Tevel Vadaï, et je dois normalement donner les prélèvements aux personnes qui sont les ayants droit de ces prélèvements. Et si c'est du Safek Tevel, je peux conserver ces prélèvements pour moi. Et si c'est du Tevel Vadaï, eh bien je dois réciter la bracha avant d'effectuer les prélèvements. Si c'est du Safek Tevel, je ne peux pas réciter la bracha, Safek Berachot Lehakel. Quand on a un doute sur une bracha, eh bien on va la kula et on ne récite pas la bracha. Ça c'est une première différence qui est importante, Safek Tevel ou Tevel Vadaï. Deuxième différence qui est importante, il y a des prélèvements qui sont interdits à la consommation quand on les a effectués, c'est-à-dire que les fruits que j'ai prélevés pour effectuer la terouma par exemple sont interdits à la consommation, et il y a des prélèvements qui eux sont permis, sont autorisés à la consommation quand je les ai prélevés. Le Maaser Rishon par exemple, le Maaser Ani par exemple, eh bien sont permis à la consommation quand on les a retirés du reste des fruits. C'est-à-dire que même si avant j'ai du tevel, même si le mélange est interdit, une fois que j'ai séparé le Maaser Rishon, une fois que j'ai séparé le Maaser Ani du reste de la production, du reste des fruits, de la quantité que j'ai envie d'arranger, que j'ai envie d'être métaken, eh bien une fois que j'ai effectué cette séparation, eh bien l'un comme l'autre sont autorisés à la consommation. Et ça c'est important de le savoir parce que si dans le doute pour les mamonotes, ça fait que mamonotes les hakel, si pour l'argent, dans le doute je peux conserver l'argent, parce que c'est à l'autre d'apporter la preuve, concernant le issour, ça fait issour les harmir. Tant que je n'ai pas la certitude que l'interdiction est levée, eh ben, l'interdiction demeure. Donc, même si j'effectue les prélèvements dans le doute, il y a certains prélèvements qui seront assouris, mais c'est peut-être pas sûr que c'est de la trouma. Peut-être que la terouma a déjà été effectuée, oui, mais la terouma étant assour, eh bien le issour reste, même dans le doute. Peut-être que tu es le premier à avoir effectué la terouma, donc cette terouma est peut-être vraiment terouma. Dans le doute, tu la maintiens terouma et elle est interdite à la consommation. Par contre, le maaser, lui, est de toute façon permis. Donc même si c'est dans le doute que je le prélève et que j'ai le droit de le conserver pour moi, parce que le Lévi ne peut pas se plaindre, il n'a pas de preuve, donc je le conserve pour moi. Et là, il est autorisé à la consommation parce que le maaser, même du maaser vadaï, est autorisé à la consommation. Alors voilà la deuxième distinction qu'il est important d'avoir en tête. Qu'est-ce qui est permis à la consommation et qu'est-ce qui est interdit à la consommation avec les prélèvements. Donc, premier prélèvement, c'est la terouma gedola. La terouma gedola, elle n'a pas de quantité minimale. On a vu dans notre précédente vidéo qu'à l'époque des Chachamim, on devait donner au minimum 1/60e au Kohen quand on était moins généreux. Au maximum, on donnait 1/40e quand on était très généreux, et 1/50e, c'était les intermédiaires. Ça, c'est ce qui se prélevait à l'époque des Chachamim. Seulement, la terouma ne peut être consommée que par un Kohen qui est en état de pureté, et quand les fruits sont en état de pureté. Donc il faut être Kohen, il faut être pur, il faut que les fruits soient purs. Donc ça, ce sont des conditions qui ne peuvent pas être réunies de nos jours, puisque les lois de pureté et d'impureté ne sont plus respectées. Donc, les Kohanim ne peuvent pas consommer cette terouma. Si à l'époque, les Chachamim avaient imposé une certaine quantité pour ne pas qu'on offre au Kohen quelque chose de négligeable, de méprisable, qu'on offre quelque chose qui a une quantité respectable par rapport à la production agricole, d'où on prélevait la terouma, de nos jours, ça ne sert à rien de prélever 1/50e, 2% d'une grande production céréale,
quand on sait que ça va être jeté, les Kohanim ne peuvent pas consommer cette terouma. Alors qu'est-ce qu'on en fait cette terouma? Eh bien déjà on prélève le minimum demandé par la Torah, c'est-à-dire chita achat poteret et takeri, c'est-à-dire qu'un simple grain de blé peut servir de terouma pour des tonnes de blé. Si je suis le seul propriétaire de plusieurs tonnes de blé, je peux prélever un seul grain et ce sera ma terouma gdola. Donc, étant donné que de toute façon ça n'est pas consommable, eh bien, je vais évidemment me contenter du minimum pour ne pas jeter plus de fruits ou de céréales qu'il n'en faut. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cette terouma gedola puisqu'elle n'est pas consommable? Eh bien, il n'y a pas 1000 solutions. Je dois le jeter. Alors, comme je ne peux pas la jeter parmi les ordures, ce n'est pas kavod, ce n'est pas respectable pour de la terouma, un aliment qui a une certaine gdoucha, une certaine sainteté, c'est pas kavod de le laisser comme ça dans les ordures. Je l'enveloppe avec un double emballage avant de le jeter, avant de jeter cette terouma. D'accord, je ne peux pas la laisser comme ça dans les ordures. Ça, c'est ce qui se fait le plus souvent. Donc, on emballe, on fait un double emballage plastique, par exemple, facile à se procurer, et on peut le mettre à ce moment-là directement dans les ordures. Il y a une deuxième solution qui est envisageable, c'est de donner cette terouma à manger aux animaux du Kohen. Oui, parce que il n'y a pas que le Kohen qui peut manger, mais tous les animaux qu'un Kohen possède peuvent être nourris avec de la terouma. Or, l'animal, lui, n'est pas astreint aux lois de pureté et d'impureté, et par conséquent, il peut manger de la terouma. Donc il y a une deuxième solution pour utiliser cette terouma, c'est, au lieu de la jeter, la donner aux animaux d'un Kohen. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous avez un ami Kohen qui a un poulailler, vous pouvez prendre de la terouma et lui donner de cette terouma à ses poules. Ça ne pose aucun problème. Et il y a même un zoo en Israël, un zoo religieux, je crois que c'est le seul zoo religieux d'Israël, qui a trouvé cette solution pour avoir de la nourriture moins chère pour ces animaux. Ils ont fait en sorte que les animaux appartiennent à un Kohen, donc par kinyan. Par acquisition, c'est un Kohen qui a pris possession des animaux. Et donc, à ce moment-là, on peut demander aux organismes de cacheroute qui effectuent les prélèvements des productions agricoles d'Israël d'amener toute la terouma qu'ils auront prélevée et de la donner à manger à ces animaux. Donc, au moins, ce sont les animaux d'un Kohen et ils peuvent manger de la terouma. Donc ça, c'est une deuxième solution. Il y a une troisième solution qui existe, si c'est de la terouma d'huile, c'est d'en faire du shemen serifa, mais bon, elle est difficile à mettre en pratique, donc il vaut mieux plutôt se rabattre sur les deux premières solutions. Donc voilà pour la terouma gedola. Le deuxième prélèvement, c'est le maaser rishon. Le maaser rishon, lui, il appartient au Lévi, comme on l'a dit, et il est autorisé à la consommation. Donc, quand je prélève du maaser rishon sur du tevel vadaï, je suis censé le donner au Lévi. C'est ce qu'on appelle Mammon Lévi. Ça appartient au Shevet Lévi. Alors, le Rav Nevirt dit que de nos jours, on est plutôt mekil. On a tendance à se permettre de conserver le maaser rishon pour soi, même si on est en train de prélever du maaser rishon d'un tevel vadaï. Voilà, un tevel vadaï, même si j'ai la certitude que je dois donner ce maaser au Lévi, on se permet de conserver le maaser pour soi. Cependant, pas tout le monde est d'accord avec ce que dit le Rav Nevirt. Le Rav Mordechai Eliaou, lui, considère que c'est une forme de vol et que si on prélève du maaser rishon de tevel vadaï, qu'on est sûr que ça appartient au Lévi, on doit le donner à un Lévi et on ne peut pas se permettre de garder le maaser rishon pour soi. Cela dit, ce qui est très important, c'est que le maaser rishon, si on le donne à un Lévi, surtout un Lévi qui ne connaît pas bien ces règles-là, il vaut mieux prélever pour lui le maaser mina maaser, le dixième du dixième qui autorise le maaser rishon à la consommation. Donc, encore une fois, le maaser rishon, dans le doute, on le garde pour soi. Dans le cas de tevel vadaï, il vaut mieux le donner à un Lévi. Maintenant, si on garde le maaser rishon pour soi, dans le doute par exemple, ou si on veut le donner à un Lévi, mais on sait que ce Lévi ne connaît pas bien les règles de Trumot Maasrot, il faudra prélever le maaser rishon. On le garde pour soi, on veut le consommer, on veut que ce maaser rishon soit consommable. Une fois qu'on a séparé ce dixième de la caisse que j'ai envie d'arranger, ou de la production que j'ai envie d'arranger, que j'ai envie de permettre, eh bien une fois que j'ai prélevé ce maaser rishon, mettons que j'ai une dizaine de caisses de pommes qui sont tevel,
j'en prends une, cette caisse, elle sera Maaser Rishon, et bien le dixième de cette caisse, mettons que j'ai une vingtaine de pommes dans cette caisse, je prends 2 pommes, et bien ces 2 pommes-là, ça sera le dixième du dixième, le Maaser Minha Maaser, ou plus simplement la Terumat Maaser, la Teruma du Maaser. C'est 1/100 de la quantité totale de fruits que j'ai envie d'arranger. Et bien cette Terumat Maaser, elle a le même statut que la Teruma Gedola, c'est-à-dire qu'elle n'est autorisée qu'à un Kohen en état de pureté et avec les fruits en état de pureté. C'est seulement comme cela qu'on a le droit de consommer cette Terumat Maaser. Le reste du Maaser, lui, est permis à la consommation. Donc cette Terumat Maaser, elle va rejoindre notre Teruma Gedola, c'est-à-dire que je vais l'envelopper dans du nylon aussi et le jeter, ou bien le donner aux animaux du Kohen. Voilà les 2 solutions que j'ai pour la Terumat Maaser. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là des prélèvements, je n'aurai à jeter qu'un centième et un peu plus de tous les fruits que j'ai envie d'arranger. J'ai acheté une dizaine de fruits, et bien sur cette dizaine de fruits, c'est seulement un dixième d'un fruit, un peu plus d'un dixième d'un fruit, qui sera interdit à la consommation parce qu'il appartient au Kohen et parce qu'il doit être consommé en état de pureté. D'accord? Donc je prends un dixième d'un de mes 10 fruits, j'en prends un peu plus, et ça, c'est la Terumat Maaser et la Teruma Gedola. C'est seulement cette quantité-là qui sera interdite complètement à la consommation. Le prélèvement qui suit le Maaser Rishon, c'est tantôt Maaser Ani, tantôt Maaser Sheni. Alors le Maaser Ani, on va commencer par celui-là parce que c'est le plus simple. Le Maaser Ani, lui, il est permis à la consommation. La seule chose que j'ai à faire, c'est de le prélever. Si je prélève du Tevel Vadaï, eh bien, ça appartient aux pauvres. Donc je devrais donner ces caisses-là, je devrais donner ces fruits-là à une caisse de tzedaka, à une caisse de bienfaisance qui s'arrangera pour distribuer ces fruits, ou alors je peux donner éventuellement de l'argent à la place, parce que j'imagine qu'un pauvre préférera peut-être cela, c'est peut-être plus facile de donner ça à la tzedaka. En tout cas, normalement, ces fruits-là sont Maaser Ani et appartiennent à la tzedaka. Alors, ça, c'est une preuve où je dois en tout cas les racheter à la caisse de tzedaka puisqu'ils ne m'appartiennent pas. Ça, c'est du Tevel Vadaï. Si c'est du Safek, si c'est uniquement dans le doute que je prélève le Maaser Ani, alors à ce moment-là, ce Maaser, je peux le conserver pour moi. De toute façon, il n'y a pas de restriction concernant la consommation du Maaser Ani, c'est autorisé, il n'y a pas de Gdusha. Ça, c'est pour le Maaser Ani qui est prélevé, je vous le rappelle, comme on l'a dit dans la première vidéo, la 3e et la 6e année du cycle de la Shemitah. Bien sûr, en fonction des années du cycle de la Shemitah, les prélèvements vont changer concernant le Maaser Ani. Si je suis face à une production qui est de la première, de la deuxième ou de la 4e, de la 5e année de la Shemitah, eh bien ce n'est pas le Maaser Ani que je vais devoir prélever après le premier Maaser, après le Maaser Rishon, mais c'est le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni appartient de toute façon au propriétaire des fruits. Il m'appartient donc seulement. Idéalement, je devrais prendre ces fruits et les consommer à Yerushalayim en état de pureté. Alors, Yerushalayim n'est malheureusement pas encore construite. Peut-être que d'ici que vous regardez cette vidéo, ça sera le cas. En tout cas, il faut consommer ce Maaser Sheni à Yerushalayim reconstruite et en état de pureté, ce qui, de nos jours, n'est pas encore le cas. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la Torah a prévu, concernant le Maaser Sheni, de pouvoir le racheter si son transport vers Yerushalayim s'avère trop compliqué, s'avère trop difficile. Je suis un exploitant agricole au nord d'Eretz Israël, j'ai 3 tonnes de blé, je ne peux pas amener un dixième de ces 3 tonnes de blé à Yerushalayim. C'est trop lourd, ça pèse beaucoup. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, on a le droit de prendre la valeur de ce Maaser Sheni, de racheter ce Maaser Sheni, de transférer la valeur de ce Maaser Sheni sur une somme d'argent et d'amener cette somme d'argent à Yerushalayim. Une fois que j'ai transféré la Kedusha, la sainteté de ce Maaser Sheni sur une valeur, sur cette valeur, eh bien la Kedusha n'est plus dans les fruits, elle est dans l'argent. Et bien de nos jours, c'est exactement ce qu'on peut faire, non pas pour consommer
cet argent-là pour la dépenser à Yerushalayim, puisque de toute façon on ne peut pas le faire, on n'est pas en état de pureté, mais au moins pour permettre ces fruits, ce Maaser Sheni, à la consommation. Donc, le Maaser Sheni, lui, je peux le racheter sur une pièce de monnaie et, grâce à ce rachat, consommer le Maaser Sheni. Donc, encore une fois, sur tout ce que j'aurai à prélever, il n'y aura que la teruma qui ne peut pas être rachetée et qui ne peut pas être consommable et que je suis obligé de jeter. Il n'y a que la teruma gdola et la terumat maaser que je serai obligé de jeter. Le maaser rishon n'a pas de gdusha, il n'a pas de restriction concernant sa consommation. Le maaser ani non plus. Et si on est une année de maaser sheni, il y a l'option du rachat, du pidion, qui me permet de consommer le maaser sheni. Donc en tout et pour tout, seul 1% et une infime quantité ne seront interdites à la consommation après avoir effectué, ne sera interdite à la consommation. Seul 1% et un peu plus ne sera interdit à la consommation une fois que j'aurai effectué mes prélèvements. Voilà donc pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra plus en détail comment effectuer le pidion du Maaser Sheni, le rachat du Maaser Sheni, et on verra un peu plus en pratique comment faire quand on a des fruits dans sa cuisine. On verra aussi en quoi la date de Toupie Shvat a un intérêt, a un impact sur ces règles de Trumot ou Maasrot. Si vous avez des questions, posez-les sur le fil de la discussion sans hésiter. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.